Thank you all for coming today. I would like to begin by acknowledging that Concordia University and the Ellen Gallery is located on unceded Indigenous lands. The Ganyangehaga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Tiohtià:ke, Montreal, Mouniang is historically known as a gathering place for many First Nations. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise, et nous œuvrons continuellement pour que ces mots trouvent leur vrai sens dans l'action et au quotidien pour un véritable changement dans les réalités vécues par ces communautés. Ce soir, l'événement aura lieu en français. It's going to be in French, and the conversation that is going to follow is going to be in French and English if you have any questions. Voilà. So today we are welcoming Olivier Marbeuf for a reading and a conversation with Julia Eiler-Smith. Julia is the curator of the show that is currently on view at the gallery. So Julia invited storyteller and curator Olivier Marbeuf for a performative reading of La Nuit juste avant le feu, The Night Before the Fire. The text is co-written with author and actor Zach Turin, and the play resonates with his travels in Europe and everyday life in Solino, a popular neighborhood in Port-au-Prince in Haïti that is plagued by gang violence. Donc, ce programme fait partie des programmes publics qui accompagnent l'exposition Une scène pour la rébellion. Cette semaine, c'est la dernière semaine de l'exposition en galerie. Et suite à l'invitation de Julia Eiler-Smith, la commissaire de l'expo, l'auteur et conteur et commissaire Olivier Marbeuf fera une lecture performative de la pièce La Nuit juste avant le feu, qui est co-rédigée avec l'auteur et acteur Zach Turin. La pièce donc fait écho au voyage de ce dernier en Europe et à son quotidien à Solino, quartier populaire de Port-au-Prince à Haïti, en proie à la violence des gangs. Faut mentionner aussi que La Nuit juste avant le feu sera présentée en France durant la saison 2024-2025. Donc on a le bonheur d'écouter aujourd'hui un texte inédit qui n'a pas encore été lu, dit ou joué en public, ou même publié en fait. Je vais juste faire une petite présentation du texte, en fait. Donc, en 1977, l'auteur dramatique français Bernard-Marie Coltès écrivait la pièce La Nuit juste avant les forêts, qui marquait une véritable césure dans son parcours d'auteur. Un long monologue où un homme, au seuil de la folie, perdu dans une ville hostile et étrangère, en interpelle un autre qui ne lui répondra jamais. Plus de 40 ans plus tard, Olivier Marbeuf revisite et détourne la situation de l'œuvre de Coltès pour créer un nouveau texte de théâtre où plane le drame d'Haïti et les luttes de solidarité intercaribéenne. Cette pièce est écrite en conversation avec l'auteur et acteur Zach Turin, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, et parce que justement l'ambassade du Canada à Haïti a refusé de lui donner un visa. Donc ça nous rappelle encore une fois qu'en 2024, justement, le déplacement ou la liberté de déplacement est en fait non seulement un luxe, mais un privilège pour la plupart des gens du Sud global, on va dire. Donc voilà, cette pièce est écrite en collaboration avec Zach Turin et elle fait écho au voyage de ce dernier en Europe et à son quotidien à Solino, quartier populaire de Port-au-Prince en proie à la violence des gangs. Je voudrais juste, je sais que c'est un peu long parce que je le fais en
dans les deux langues, mais je voudrais juste présenter Olivier Marbeuf et Zach Turin, en fait. Donc, Olivier Marbeuf est un auteur-conteur, commissaire d'exposition et producteur de cinéma, originaire de Guadeloupe. Il a fondé avec l'auteur franco-béninois Ivan Alagbe dans les années 90 les éditions Amok, qui sont devenues Frémoc, un éditeur de bande dessinée de recherche. Puis, il a fondé aussi l'espace Kriasma, Centre d'art visuel et de littérature vivante, de 2004 à 2018, qui est dédié aux représentations minoritaires, contribuant à introduire les théories postcoloniales sur la scène artistique française. Olivier partage actuellement son travail entre écrit spéculatif, dessin et production de films au sein de Spectre Productions. Il est également membre du board de l'Académie der Kunst der Welt de Cologne et bénéficie pour l'année académique 2023-2024 du Bannister Fletcher Fellowship au sein de l'Institut universitaire de Londres à Paris, où il développe une recherche autour de l'archive des présences diasporiques caribéennes à Paris et à Londres. Il a récemment publié l'essai Suite décoloniale, S'enfuir de la plantation, et le recueil de poésie Les matières de la nuit, tous les deux aux éditions de Commun. James Peter Etienne, donc Zach Turin, vit dans le quartier Solino à Port-au-Prince en Haïti. Il opère sur la scène artistique sous des identités multiples, tantôt mimétique Neg, le slammer beau parleur qu'on a vu à maintes reprises dans les Slam Nights de la Fondation Focale, et tantôt Zach Turin, l'acteur qui se glisse dans la peau de Macandor pour le film Ouverture, et dans celle du sarcastique avocat du feu pour The Wake. Donc Olivier, après sa lecture, sera en conversation, comme j'ai dit, avec Julia Eiler-Smith, la commissaire de l'expo, qui est conservatrice de recherche à Max Stern, à la galerie Léonard Ebina Helen. Elle est titulaire d'une maîtrise du Center for Curatorial Studies, Bard College, et d'un bac en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Elle a auparavant travaillé au ICA de Londres, au Hessel Museum of Art à Annandale-on-Hudson, New York, et à la galerie SBC à Montréal. Elle a réalisé des expositions et des événements au Ramapo College Art Galleries et au Berry Center for Performing and Visual Arts à Mohawk, New Jersey, ainsi qu'à la galerie Liberia à Bogota et à la galerie ATWSE à New York. Ces textes ont été publiés sur des plateformes telles que eFlux et dans la revue Espace Art Actuel. Voilà, merci pour votre attention. Olivier, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de me retrouver dans la neige comme ça au mois de janvier, je n'avais pas imaginé. Déjà, juste pour dire, mais on va en parler avec Julia juste après, que je connais Zach Turin parce qu'on est tous les deux membres du The Living and the Dead Ensemble, qui présente à cet endroit, en fait, dans le cadre de l'exposition, une installation vidéo qui s'appelle The Wake. Et donc, ce texte qu'on a écrit en conversation, plutôt que coécrit, en tout cas, il est lié à nos conversations, est lié aussi à des moments vécus ensemble dans les différents voyages de ce collectif de 10 personnes, dont 8 personnes sont haïtiennes. Et puis, juste, et là on va aussi en reparler après, je suis assez obsédé par le texte de Coltès, La nuit juste avant les forêts, depuis très longtemps. C'est un texte comme ça où quand je l'ai lu, il m'était presque familier. Et puis au moment où on a réfléchi à réfléchir à des nouveaux projets, ce texte est revenu et s'est un peu installé, est revenu. La tension de ce texte, en réalité, la manière dont c'est écrit, m'est revenue et j'ai fait donc ce texte-là un peu dans l'urgence. Juste pour vous dire, donc c'est un texte qui est un texte théâtral, qui est un monologue et qui a la particularité d'être composé d'une seule et unique phrase que je vais vous lire. Et voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Et par rapport au texte de Coltès, en fait,
Le tout début du texte démarre de la même manière, c'est une adresse, puis après il se passe quelque chose d'autre. Oui, dernière chose, c'est que ce texte, il n'est pas terminé, puisqu'on doit le travailler en scène et donc le retravailler et l'écrire, parce que c'est un texte dédié au théâtre. Donc la version que je vous lis, c'est comme ça que c'est en ce moment, là, en janvier 2024, mais lorsqu'on va la travailler au plateau, ça va changer un peu, mais bon. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Le soleil virait au barbecue, ça ne me met pas dans la meilleure des vibes. Quand il fait tellement chaud comme ça et que mes cheveux et mes fringues sont liquides. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, je préfère ne pas croiser un morceau de miroir cassé ou même l'œil d'un mec qui te tue pour un regard parce qu'il s'emmerde ou il ne sait plus vraiment qui tu es, d'autre que l'ennui. Il faudrait que je descende du côté des toilettes pour me remettre en état, au moins ma tête, qui n'est pas à l'endroit. Enlever ce foutu sac en plastique sur ma teinture blonde qui a mal tourné, remettre en l'ordre dans mes dents cassées, aussi échanger un peu ce regard si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, enfin essayer. Or, je suis descendu tout à l'heure, voir si je pouvais faire quelque chose, mais en bas sont les gangsters qui stationnent. Tout le temps, où tu te remets en ordre, où tu remets de l'ordre dans ton visage déformé par la peur, il ne bouge pas. Il reste comme ça à fumer des joints. Il guette dans le dos et je suis remonté. Juste le temps de tirer une latte, car si je fume trop, j'ai des angoisses. Et si je ne fume pas du tout, il me regarde de travers. Et mes fringues et mes cheveux ne sont toujours pas moins liquides. Ce n'est pas la fin du monde, ou si peut-être. Mais enfin, je restais comme cela, et je resterai comme cela, jusqu'à ce que ce foutu soleil tombe dans la mer, jusqu'à être dans une piole. Dès qu'on sera installé un peu plus loin du quartier, j'enlèverai tout. C'est pour cela qu'il me faut une piole, car moi, ce n'est pas trop possible pour moi. Ce n'est pas trop possible, je ne veux pas déranger ma grand-mère. Avec mon ventre vide et ce sac en plastique, impossible de lui expliquer. Je peux rester un peu, mais pas toute la nuit. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais là-bas, le coin de la rue, que je t'ai jeté mon regard le plus minable, mais quand même je suis venu vers toi en boitant. La main dans la poche, car je ne voulais pas que tu sois effrayé par ma blessure. Je pensais rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit. Pas forcément toute la nuit si j'ose ouvrir ma bouche, malgré l'état liquide de mes cheveux, de mes fringues et l'odeur de mes lèvres avec le goût du sang et des restes de weed. Je crois que j'en suis capable. Ça paraît bizarre à condition de ne pas me voir dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, ce n'est pas facile, car il y a des miroirs cassés partout dans cette ville, dans ce qu'il reste de cette ville. On dirait qu'ils ont fait exprès d'en foutre partout. Il n'y a plus rien debout sauf ces morceaux de miroirs. Enfin, moi, je les mets dans mon dos, les miroirs qui regardent les rues où personne n'ose plus marcher. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pourquoi faire, franchement? Pourquoi faire? On se demande. Même dans les hôtels fermés, je suis sûr qu'ils ont laissé les miroirs et aussi de grands lits, de lits tellement immenses que tu as tout de suite envie de t'allonger dessus en diagonale et de fumer, comme ça, toute la nuit. Car si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une si ancienne habitude qu'en un clin d'œil, j'en fais vraiment un chez moi. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste de petits trucs. Je cache évidemment les miroirs, on dirait que j'ai toujours habité là. À tel point que si tu me donnais une chambre dans une maison, la chambre d'un pavillon de banlieue en France par exemple, je ne dis pas que je le veux, mais si cela arrivait comme ça, le visa et la chambre dans une maison en pierre qu'on me donnerait parce que j'aurais bien léché le cul, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire, mais ce soir j'ai mal à la main et j'ai mal à la tête, alors j'ai des idées un peu moisies qui me viennent brutalement comme ça. Si on me donnait cette maison et même juste la chambre dans cette maison en meulière avec toute l'histoire de la France incrustée dedans, moi, avec un rien du tout et en un rien de temps, je t'en ferais un endroit bizarre où je me sens chez moi. Je cache tout ce qui fait français. Je rassemble les meubles et je mets le feu. Je fume des clopes jusqu'à changer définitivement l'odeur de tout. Je pose mon petit savon, ma petite brosse à dents et je prends un grand bain pendant que dans la chambre, le feu fait son affaire. Tout ce qui fait que je suis étranger part en fumée, hop. Je n'aime pas ces choses qui te rappellent que tu es étranger. Je sais qu'ici, dans mon vrai chez moi, j'ai d'autres soucis, avec les gangsters en bas, et même
dans la plus petite des rues, tu as des apprentis gangsters qui guettent du regard, le regard que tu fais, et toi, jusqu'à l'air que tu respires. Mais si tu me donnes un endroit ailleurs, tu me donnes un visa et un endroit ailleurs, alors je vais trouver des cons attroupés dans mon dos qui se demandent ce que je fais à me laver le zizi après avoir pissé. Car c'est dur pour les Français de s'imaginer que l'on puisse se laver le zizi, alors que pour nous c'est un truc ancien que l'on fait, mon père le faisait, le père de mon père le faisait, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais là, je n'ai pas envie de descendre pour le faire, car en bas, j'ai l'habitude qu'il y ait des gangsters dans une épaisse fumée et qu'ils rigolent en bas. Dans ces tailleurs, ce sont des Français qui rigolent aussi, et je me sens forcé de rigoler avec eux aussi. Je dis les Français, mais c'est vrai aussi pour les Anglais, pour les Allemands aussi. Il faut absolument rigoler avec eux, c'est un truc obligé. Car derrière leur côté sympa, derrière leur côté cool, ce sont eux aussi des gangsters qui bouffent jusqu'à l'air que tu respires. Alors, je leur taxe des clopes et je ris avec eux. C'est la seule solution là-bas. Si je dois descendre dans les chiottes pour pisser et me laver le zizi, et qu'ils sont alors dans mon dos à rire et à m'expliquer combien de femmes ils ont baisé, à me donner des détails que je n'ai pas demandé, alors je me fais payer des clopes et payer des bières pour les écouter se répandre, et je fais comme si je ne comprenais pas vraiment, que je ne comprenais qu'à moitié la langue. Quand ils se foutent de ma gueule car je fais boire mon zizi au lavabo. Je continue calmement à le faire boire et puis ensuite à boire des bières, même si je n'ai pas d'argent pour les payer. Car je n'ai pas grand-chose de plus que ce talent pour transformer toute chose que l'on me donne en un chez-moi un peu misérable. Et alors j'ai traversé l'attroupement qu'il y avait dans mon dos pour remonter des chiottes, car j'en avais fini avec mon zizi et les types restaient là à parler de toutes les femmes qu'ils avaient baisées. C'est ainsi, c'est comme ça que ça marche. Ils disent ça quand on est en bas dans les pissotières et puis ensuite ils remontent dans les vieux cafés avec les vieilles pierres anglaises, françaises ou même des vieilles pierres allemandes. Ils remontent en souriant et continuent leur conversation sympa et moi, je remonte un peu avant pour me mettre dans un coin de ce café plein d'odeurs d'une famille qui n'est pas la mienne. Et je m'enfonce dans une nouvelle bière et je ne peux pas payer cette nouvelle bière. Je les vois qui se foutent de ma gueule parce que j'ai donné à boire à mon zizi en bas, ok, et aussi parce que je ne tiens plus debout, j'ai faim, j'ai horriblement faim, et je n'ai pas assez d'argent et de toute façon je n'arrive pas à bouffer la bouffe d'ici, comme le type avec lequel je suis venu au début et qui s'est enfui. Quand on était au pays, il faisait comme s'il était déjà venu ici, il connaissait très bien toutes les villes, même tous les noms des quartiers, des cafés, tout ça. Mais lorsqu'on est arrivé, il était incapable de bouffer la bouffe. La bouffe, c'est le truc qui te trahit toujours, qui dit tout haut et fort que tu es un étranger. Tu peux faire ce que tu veux, le mot étranger clignote dans ton regard et sur tes dents, quand tu mâches avec un air contrarié la bouffe d'ici. Et donc le type qui était venu avec moi partait chaque jour voir des cousins et rapportait de la bouffe de chez nous dans une boîte en plastique, heureux comme un gosse. Alors je me suis dit qu'il n'était jamais venu ici en vérité, et qu'il allait s'enfuir à la première occasion. Il jouait son rôle, répétait des poèmes qu'il connaissait par cœur. Il répétait jusqu'à devenir fou. Il répétait Franck Etienne à l'envers et à l'endroit. Il répétait René de Pestre aussi. Il répétait comme une machine grotesque qui veut cacher l'évidence. Il n'était jamais venu et allait bientôt me fausser compagnie. Alors il a rempli son sac de vieux tissus pour faire semblant qu'il laissait des affaires. Il a dit « Je vais laver mon linge et je reviens. Je vais faire une course et je reviens. » Et au moment de prendre l'avion du retour, il n'est pas venu. Je l'ai attendu toute la nuit. Il n'est pas venu. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai laissé un message en pleurant. Il n'est pas venu. Je suis monté dans le taxi. Il n'était pas là, à côté de moi. L'union fait la force, mais chacun pour sa gueule. Voilà. Et il y avait comme toujours ceux qui faisaient semblant, mais qui savaient qu'ils ne reviendraient pas. Ils trouvaient ça normal, car pour eux, n'importe quelle chose merdique était devenue normale. C'est peut-être à partir de là que j'ai eu cette idée dont je dois te parler maintenant. C'est pour cela aussi que lorsque les gens d'ici se marrent à me regarder mâcher sans fin la bouffe d'ici, qu'ils voient dans mes yeux une espèce de détresse, ils ne savent pas que c'est parce que je pense à lui, à ce mec qui m'a abandonné, comme on laisse un chien. Je pense à sa bouche qui tremble en répétant des poèmes et à ce matin où je l'ai attendu pour rien. Cela rend la bouffe encore plus immangeable, acide. Cela brûle ma gorge et cela glace mes os. Et alors je bois. C'est mon salaire de figurant. Je suis payé pour écouter toute la merde de ceux des cafés et je le fais bien. Je n'en suis pas fier, mais je le fais très bien même. Je ricane avec eux et je dis les quelques mots d'anglais que je sais. Je rigole et je me fous du collègue qui, comme moi, fait le malin pour survivre, mais qui fait des fautes de français.
Je me fous de la gueule de celui qui est étranger comme moi. Je le fais, je ne suis pas fier de le faire, je fais mon boulot. Je le fais à cause des gangsters qui campent partout où je vais. Alors, quand je t'ai vu, j'ai couru derrière toi, tu tournais la rue et je me suis levé. Je n'ai pas laissé le temps à l'histoire du mec qui avait baisé une prof, qui avait baisé une danseuse, qui avait baisé une artiste, une curatrice, une éditrice, une étudiante, une doctorante. Je n'ai pas laissé le temps à cette histoire de me tomber dessus, que j'étais déjà dehors. Malgré mes cheveux et mes fringues liquides, je suis sorti dehors alors qu'il faisait froid comme jamais, glacial, et j'ai couru. Pas seulement parce que je cherchais une chambre en ce pays pour en faire un lieu à moi, car j'en en peux plus de mon île, pour en faire un lieu à moi pour une partie de la nuit, au moins. Mais j'ai couru pour te retrouver toi, un peu plus loin, dans le même froid que moi, et j'ai osé crier « camarade ». Et j'ose à présent me rapprocher sans peur, que ma démarche et ma main blessée et mes tremblements t'effraient, et que mon autre main sur ton épaule t'effraie plus encore. Camarade, donne-moi du feu. Je n'ai pas de téléphone pour noter ton 06 et je ne sais qu'on ne va pas se revoir de toute façon. C'est maintenant que j'ai besoin de feu. C'est tout de suite. Je ne peux pas attendre. D'habitude, je suis patient et je peux attendre que toutes les histoires des Français, des Anglais et aussi les histoires des Allemands me tombent dessus comme les flots de ces langues qui ont besoin d'être au milieu de toute chose. Et je peux attendre aussi que les gangsters quittent ma rue quand je suis chez moi et quittent les chiottes en bas, les yeux gonflés par la weed. Mais là, je ne pouvais plus attendre. Je devais me tirer de là. Il fallait que je quitte ce quartier où les gens se tuent pour rien. Et il faut que je quitte maintenant ces cafés parfumés à l'histoire sexuelle de l'Europe et que je trouve une chambre pour en faire un chez moi, déposer mes affaires, enlever ce foutu sac en plastique pour que tu puisses voir mon visage. Je te préviens, je ne suis pas beau. Et si tu regardes trop vite sans prendre le temps qu'il faut, alors tu me trouveras même peut-être laid, et tu te demanderas ce qui est arrivé à ma main, et ce que ma main fait sur ton épaule. Pourquoi l'autre est enfoncé dans ma poche? Qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je cache enfin? Une blessure? J'ai tellement raconté de mensonges que j'ai perdu de vue le sens même de la vérité. Je sauve ma peau, c'est tout, c'est mon seul guide, et je comprends que je fais un peu pitié avec mes prétentions d'agent double. Tu dois te dire que je suis un peu un trou du cul, arrogant, qui a trop fumé et trop bu, et qui t'appelle en plus camarade. Ok. Tu dois te dire que je ne fais pas illusion, mais il me fallait fuir les gangsters de là-bas qui regardent dans ton dos et ceux d'ici qui regardent dans ton dos aussi et qui te remplissent de leurs paroles sans attendre que tu fasses autre chose que ricaner et désirer être à leur place car ils s'imaginent pouvoir baiser sans fin tout ce qu'ils veulent et ils ont besoin de se dire que les autres sont jaloux. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils jouissent. Alors quand je t'ai vu tourner le coin de la rue, il ne fait pas bon tourner dans ce quartier avec le froid et avec le soir. Et moi, qui suis avec mes fringues encore liquides, de je ne sais quelle sueur froide, ce que je voulais te dire, c'est que quand je t'ai vu, j'ai saisi une occasion. Je te raconterai ce qui est arrivé à mon autre main, c'est promis, quand nous aurons trouvé un endroit chaud, pas trop chaud quand même. Car de là où je viens, la chaleur, ça peut te rendre fou. Cela peut te rendre malade aussi. J'ai déjà claqué des dents sous un soleil de plomb à attendre un bus qui n'arriva jamais. Et j'ai appris ensuite qu'on avait tué le chauffeur, qui était un type que je connaissais, qui avait été à l'école avec moi. Et quand nous aurons trouvé cet endroit, ne t'inquiète pas, j'ai de quoi payer un café pour nous deux. Ce n'est pas pour te demander de l'argent que je t'ai appelé camarade, pas du tout. Quand nous aurons trouvé cet endroit, pas forcément une chambre pour passer la nuit ou même une partie de la nuit, sinon tu ne vas pas m'écouter. Si je te demande cela, tu vas partir sans que j'ai eu le temps de t'en dire plus à propos de mon projet. Donc je ne parlerai pas de la chambre. Oublions cette histoire de chambre, car ça va tout foutre en l'air. C'est juste qu'on ne peut pas rester là. Disons que je ne cherche ni argent ni travail à présent, même si je n'ai aucun des deux. Ce n'est pas ce que je cherchais à l'endroit au moment où je suis sorti de ce café un peu trop étranger pour moi, et que j'ai osé t'appeler camarade. Ce n'est pas facile de vivre sans argent ni travail dans cette ville, ni pour toi ni pour moi. Pourtant, je n'en cherche pas vraiment, à vrai dire. Je crois que, comme toi, je n'arriverai pas à me tenir toute la journée à faire une tâche idiote. Je n'ai pas la force, pas le courage, pas le muscle. Alors quand je t'ai vu et que je t'ai jaugé, même si j'ai peut-être un peu trop bu et rien mangé, impossible de manger la bouffe d'ici. Ça a été une évidence. Tu es du même gabarit que moi, léger, volatile, inutile. On pourrait dire que tu ressembles à un parasite et que même si tu fais des efforts, tu ne seras jamais tout à fait un bon élève, une bonne petite pute. Alors, cela m'a fait penser que je devais sans attendre t'arrêter quand tu passais le coin de la rue,
comme les buissons dans les westerns, tu passes, mais c'est le vent qui te fait te grouiller, rouler sur toi-même. Tu ne contrôles pas. Donc, je me suis dit que mon idée pourrait t'intéresser. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un parti ou même un syndicat comme à l'usine, un truc de bandits qui savent trop bien. Et moi, j'ai besoin d'un peu d'espace pour dire mon idée. Il lui faut un peu d'air, mais je ne vais pas enlever le sac sur ma tête maintenant à cause de mon visage qui n'est pas encore prêt. Il lui reste des expressions de terreur et ma bouche goûte un peu trop la weed pour que tu me prennes au sérieux. Et je crois que c'est mieux si tu connais déjà mon idée sans t'arrêter sur mon visage, que tu as peut-être trouvé laid, je sais. Je m'y suis préparé, mais ce n'est pas un problème, car je crois que mon idée est une idée pour des gens comme toi et des gens comme moi. Elle peut dépasser cela et beaucoup d'autres choses qui nous blessent. Je dis nous, et tu peux trouver cela un peu gênant, précipité, car on ne se connaît pas. Et c'est moi qui t'ai abordé au prétexte de vouloir du feu ou une chambre pour une partie de la nuit, même si ce n'est pas le vrai sujet. Mais reconnais que tu n'es pas moins liquide que moi par les fringues, les cheveux, pas moins tremblant que moi par les fringues, les cheveux. Reconnais que tu n'as pas l'air d'aller mieux, même si tu ne veux pas le dire, que tu le caches pour qu'on ne te prenne pas pour un satané parasite. Reconnais que tu roules comme un buisson dans le froid d'une ville européenne qui t'ignore, où tu regardes dans le dos et vois que tu n'as que les os et que tu n'es pas bien solide, qu'on t'a sûrement abandonné et que tu cherches parmi les gangsters une famille, comme moi. Je ne m'en cache pas. Je dois faire avec. Même quand je descends la rue où je vis, ou que je descends dans les chiottes d'un café pour pisser et laver mon zizi, je dois faire avec. Je ferme ma gueule et je lèche le cul et je ris quand il faut. Mais tu as raison, mon idée n'est pas venue de nulle part. Ce n'est pas une idée en l'air. Comme la politique, la religion peuvent être des trucs en l'air. C'est une idée qui vient de ma vie, de ce que j'ai étudié pour me défendre. Car c'est cela qu'il faut que l'on fasse, toi et moi. On doit apprendre à se défendre, mine de rien. Je croyais que c'était important que cela soit mine de rien, mais maintenant j'ai un doute. Je ne suis plus trop sûr. Peut-être qu'il faut que cela soit officiel, au contraire. On a peut-être déjà été un peu trop silencieux, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cela doit être international, car là est notre force. Alors c'est vrai que je me suis moqué d'un autre étranger qui faisait des fautes de français, ok, et de celui qui parlait avec un accent africain, ok. Et aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au téléphone quand le type qui m'accompagnait n'est pas venu ce matin-là. Le type qui n'arrivait pas à manger la bouffe d'ici et qui avait la bouche pleine de poèmes qu'il ne comprenait pas. Il répétait les poèmes comme s'il ne comprenait rien à ce que voulaient dire les poèmes. Il ne voyait pas le signal, l'appel dont je veux te parler. C'est pour cela que j'ai pensé à cette idée que je veux te dire maintenant. J'ai fait des choses qui n'étaient pas brillantes, je ne le nie pas, je n'en suis pas fier. Je ne veux pas que tu penses que je suis parfait. Je préfère tout te dire, même des choses qui me font honte. Et si je garde le sac sur ma tête, ce n'est pas parce que je veux cacher quelque chose. Je veux tout te dire, mais j'aimerais trouver un endroit où se poser. Autre part que dans ces trucs glacés où les salauds qui passent se croient supérieurs et nous regardent comme des parasites qui imaginent un mauvais coup. Dès qu'on est deux dehors, dans le froid, ça y est, on est des terroristes. Alors que lorsqu'on sera posé dans un coin tranquille, j'enlèverai tout cela. Et toi aussi, tu pourras tout enlever, si tu veux, je ne te force pas. Ou rester comme tu es, ce n'est pas un problème. Et je te dirai ce qu'il est arrivé à ma main. C'est un peu idiot, mais c'est aussi grâce à cela que je peux marcher dans cette rue froide. Sans cela, je ne t'aurais pas rencontré et ce serait vraiment dommage, car je pense que mon idée, elle va t'intéresser. Elle va nous permettre de nous défendre, car elle est internationale. C'est un syndicat à l'échelle internationale, une internationale noire. Mais bien sûr, on peut commencer par la Caraïbe. Il faut commencer quelque part de précis et élargir à tous les endroits abandonnés aux mains des gangsters. Ce n'est pas un truc facile, je sais. C'est même très difficile, infaisable peut-être. Mais commençons ici, toi et moi, comme les gangsters commencent petits et puis finissent par diriger tout le pays. Et tu en retrouves jusque dans les chiottes qui se prennent pour l'État quand ils ont trop fumé. Ils se prennent pour tes parents, alors que ce ne sont que des enfants. Vraiment, ils ont des visages d'enfants. Mais ils te parlent comme ton père et te demandent ce que tu fais là à laver ton zizi pendant si longtemps. Et tu ne peux rien faire d'autre que rigoler et foutre le camp sans te défendre. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se défendre, voilà. D'où l'idée de ce syndicat à l'échelle internationale que l'on peut commencer dès ce soir, si tu veux.
tu n'es pas trop fatigué. Si cela ne fait pas trop d'idées balancées comme ça en pleine rue, mais je sais que tu comprends qu'il y a urgence, car les gangsters occupent la rue, les cafés, les soirées, les chiottes, et jusqu'au plus haut sommet de l'État, et qu'ils veulent se foutre de notre gueule, nous faire bosser pour presque rien, nous arracher le peu que nous avons et se répandre en nous, sur nous. Et nous, on doit trouver autre chose que nos petites combines à 3 balles, camarades. Si l'on veut ne pas devenir fou, cela ne peut plus durer. Ils sont vraiment partout, charmeurs, menaçants, amicaux, partout. Et je sais que tu te dis qu'en essayant de faire le respectable avec ton écharpe et ton chapeau, en écrivant des poèmes dans les journaux, je sais que tu penses que ça va passer encore un peu, que ça va le faire. Mais moi, je te le dis direct, tu ne fais pas illusion.